on va parler de vitraux, ou plutôt comment faire passer la lumière divine. Prenez-vous d'ailleurs le temps de regarder les vitraux en entrant dans une église, par exemple. Comment ces pièces de verre fragiles ont-elles résisté au temps? Comment résistent-elles? Quelle est la place de ce patrimoine en Belgique, la place de l'art verrier dans notre pays? Autant de questions auxquelles nous aurons le plaisir de répondre avec mes invités du jour, à savoir Bernard Thirtiot, maître verrier, acteur de théâtre, chanteur et écrivain. Bonjour à vous, Bernard Thirtiot. Et bonjour Vinciane Grossens, vous êtes responsable de communication du CIPAR, le Centre interdiocésain du patrimoine et des arts religieux. Bienvenue à vous par téléphone. Bonjour, merci, oui. C'est l'occasion de parler aussi d'une journée d'études sur le vitrail à laquelle vous participerez tous deux à Namur le 25 mars prochain à l'Arsenal. Et c'est une journée qui aura pour thème observer, comprendre et conserver les vitraux des églises paroissiales. Bernard Thirtiot, je vais commencer avec vous. J'aimerais un petit peu savoir, mais quelle est la place de la lumière dans votre vie? Parce que c'est une dimension avec laquelle, vous vivez en permanence dans la pratique de votre art. Oui, dans la pratique de mon art et aussi dans la pratique de tout ce que je peux faire. La lumière, c'est la première invitée. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette attirance depuis toujours, et c'est vraiment dans la lumière que je vais chercher réponse à tout ce qui est, toutes les questions qui me traversent, mais par le biais de la scène, par le biais de l'écriture, par le biais évidemment de l'atelier des vitraux. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que je suis dans la lumière, ou dans la quête de la lumière, 24 heures sur 24, même donc, quand la nuit est tombée et que je me réveille. Elle prend une place importante. C'est ce qui favorise aussi pour vous, vous diriez, la transparence des êtres. Ça a de l'importance pour vous, ce terme-là aussi. En tout cas, aujourd'hui, je suis fort à sculpter des personnages qui sont tous de verre, avec des verres qui sont extraordinairement transparents, clairs, du verre cristal, qui est fondu à 1600 degrés pour que toutes les imperfections s'en détache, et puis alors je les dresse dans la lumière, je dresse des personnages. Là pour le moment je suis en train de travailler sur des socles qui doivent les recevoir et qui sont des socles en verre très très foncé, et alors le personnage lui va ressortir dans toute sa transparence, et ce sont des éclaireurs en fait. Voir des éclaireurs autour de soi, je trouve que c'est vraiment salutaire. En cette période, c'est vraiment salutaire aujourd'hui. On a besoin d'éclaireurs. Il n'y en a presque plus. Où sont-ils? Il y a des gens qui font du profit. Il y a très peu d'éclaireurs. Et l'éclaireur, pour vous, serait qui, en fait L'éclaireur, c'est celui qui regarde un peu plus loin que ce qu'il peut dépouiller aux autres. Celui qui a une vision de bien commun, par exemple? Absolument, oui. J'ai devant la ferme, là, il y a cette statue de la spoliation, qui n'est pas faite avec du verre, j'aurais aimé la faire avec du verre, mais qui est faite avec des vieux seaux, des vieilles bassines, et qui représente une femme, la tête en arrière, la bouche grande ouverte, avec un plateau dressé vers le ciel, pour recevoir la pluie, pour pouvoir la récolter, parce que, comme vous le savez, l'eau est entrée en bourse, et on joue, on fait de l'argent avec tout. Et il y a quelque chose qui est absolument assassin à ce niveau-là, parce qu'il y a une pauvreté qui est en train de croître, et il y a toute une marée de pauvres qui vont être abandonnés sur cette terre, et le bien commun, c'est l'or. Voilà, l'eau est un bien commun. On accepte cela, qu'il y ait 40 000 personnes qui meurent tous les jours. On n'en parle même pas, ça n'a pas d'intérêt. Qu'il y ait 30 000 personnes qui soient mortes du Covid, oui, en Belgique, au Luxembourg, ça on en a beaucoup parlé. Mais ces gens qui meurent de soif, on n'en parle pas. Donc on comprend que votre art s'intéresse si particulièrement à cet aspect d'éclaireur pour le bien commun. Alors, Vinciane Grossens, on va
parler bien tous ensemble de cette importance des vitraux, de l'art à travers le verre. Vinciane Groossens, est-ce que en général, les vitraux ont du succès quand on visite une église? On a souvent tendance peut-être à aller porter son regard vers le mobilier de l'église ou bien le maître-autel. Quelle est la place des vitraux en général dans l'admiration d'un lieu de culte? Alors, je dirais que tout d'abord, ça dépend quand est-ce qu'on visite l'église. On l'a dit depuis le début de l'émission, évidemment, le vitrail n'existe que par la lumière et en tout cas ne va avoir toute sa splendeur, si je peux dire ça comme ça, lorsque la lumière est forte. Donc si vous y allez une journée où il y en a peu, eh bien ça va déjà être très différent. La première fois que j'ai rencontré d'ailleurs Bernard Tertiaux, c'était une journée ensoleillée et il m'avait conseillé de venir le jour où il y avait du soleil. Non, ça n'avait pas beaucoup fonctionné, si je peux dire ça comme ça. Oui. Évidemment, la saison va aussi changer. Je pense que l'œil actuel aussi va être fort influencé par les couleurs du vitrail. Il y a des personnes qui vont être très sensibles quand c'est de l'art contemporain, avec des couleurs vives, si je peux dire ça comme ça, fortes. D'autres vont être beaucoup plus sensibles, par contre, par l'iconographie, qui est en général plutôt du coup moyenâgeuse ou néogothique. Je pense que ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Et je pense que ça va dépendre fort du moment où la personne va visiter l'église. Ah oui, c'est ça. Il y a des moments où on est un petit peu surpris, je pense, par justement à quel point le vitrail va envahir l'espace, si je peux dire ça comme ça, par les projections de lumière qu'il va faire, les projections du coup de couleurs qu'il va faire sur les pilastres, sur les murs. Moi, j'ai visité une fois la cathédrale de Liège. C'était hyper impressionnant parce qu'on était au tout début de la guerre en Ukraine et ils ont des vitraux d'Onegger qui sont des couleurs très très proches en fait du drapeau. Et moi, ça m'a tout de suite pris. Du jaune et du bleu. Voilà, c'était très impressionnant. Je pense que voilà, il y a clairement des vitraux qui vont plus parler que d'autres, par leur iconographie, par les couleurs et par le moment du temps. Aujourd'hui, dans le recensement des vitraux en Belgique, des vitraux religieux, la proportion des églises qui ont des vitraux, on est à quoi? On est à environ 90%, je dis un chiffre comme ça, parce qu'on a l'impression que la plupart des églises, du moins présentes dans nos villages, dans les villes, ont des vitraux aujourd'hui. Oui, parce qu'on a énormément d'églises du 19e siècle, et qu'au 19e siècle, on a eu justement un regain pour cet art-là. Alors, en fait, on n'a pas beaucoup d'exemples, par contre, du Moyen-Âge. Oui. On doit attendre vraiment la Renaissance pour avoir de très beaux exemples du côté de Liège, justement, dont je parlais tout à l'heure. Vous allez à Saint-Jacques, vous allez voir des chefs-d'œuvre du XVIe siècle. Et puis, on a toute une période 17e, 18e, où l'art du vitrail va être... je veux dire presque banni, dans le sens où l'art baroque et l'art classique est déjà assez chargé et demandait plutôt une lumière blanche. Ah, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, on va un petit peu laisser tomber cet art-là, mais c'est pas vraiment non plus les églises les plus représentées en Belgique. Donc voilà, c'est vrai que c'est surtout le 19e siècle et donc on a quand même beaucoup d'exemples. Oui. De vitraux. Oui, on a une grande majorité d'églises de cette époque. Alors, Bernard Tirtiaux, vous, votre amour pour le verre, pour la lumière, a commencé à Maredsous. Dans une église, donc, l'abbaye de Maredsous, où vous étiez scolarisé. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ici le coup de foudre que vous avez eu pour le verre, pour la lumière? En fait, il y avait une petite chapelle dans l'école. C'était pas la grande abbatiale, c'est une petite chapelle assez jolie avec des vitraux colorés, et je me suis aperçu, comme les messes m'ennuyaient assez bien, que j'étais mieux adossé aux vitraux pour voir les reflets des vitraux sur le mur qui leur faisait face et sur j'ai envie de dire sur le sol aussi, sur les chaussettes de mes petits camarades, puisque nous étions en face les uns des autres, en carré comme ça. Et alors, pour la petite histoire, donc j'ai fait toute ma scolarité là-bas, de mes études secondaires, et puis un jour,
bien des années après, je sais pas, 40 ans après, j'étais sorti de l'école depuis très longtemps, l'abbé de Maretsu et un de ses moines se retrouvent à Dinan parce qu'ils avaient décidé de remonter le niveau de la chapelle de 3-4 mètres pour faire une salle d'ordinateur, dans la partie basse, et puis alors garder le haut, la rosace, et le haut des vitraux, là, donc c'était vraiment des pointes néo-gothiques, les garder pour faire une plus petite chapelle, une chapelle tassée sur le haut, comme ça, presque dans les combles. Et alors, ils avaient été voir à Dinan un dinandier, un homme qui pouvait leur fondre un autel ou un ambon. Et puis, quand ils ont vu le prix qu'ils demandaient, ils ont avalé leur salive, ils sont repassés par la place. Et j'avais, à ce moment-là, placé une grande sculpture qui était un saxophone qui sort de l'eau, comme ça, tout en verre, à Dinan. Et ils ont demandé de qui avait fait ce saxophone. On a dit, mais voilà, c'est Tirtio qui a fait ça. Et ils m'ont contacté, mais non, ils ne me connaissaient absolument pas. Ils ne savaient même pas que j'étais élève chez eux. Et alors, ils m'ont contacté pour demander de faire un projet. Et ça m'a vraiment surpris et étonné. Je trouve ça fantastique. Je dis, je vais revenir dans cette chapelle. Et pour faire un autel, pour faire un ambon, pour faire un tabernacle. Hein. Et j'ai fait ces 3 objets en lame de verre, donc en lame de verre épaisse, collée. Et voilà, ils prennent la lumière, par exemple l'autel qui est transparent, prend la lumière de la rosace, parce que je n'allais pas rajouter des couleurs, il y avait déjà plein de couleurs dans cette rosace. Mais par contre, quand la rosace prend le soleil le matin, je sais pas, au début du printemps, etc., le soleil arrive dans la rosace, il vient enflammer l'autel, qui lui n'est qu'un réceptacle de lumière qui démultiplie cette lumière qui la fait chanter de façon extraordinaire. Donc c'est la même chose, c'est ce que disait Vinciane, c'est ces moments de grâce où le soleil nous donne un coup pouce ou avance un œil, en tout cas, à travers les vitraux. C'est poétique. Alors, donc, ça veut dire que des années après, vous avez l'occasion, en fait, de retourner dans cette chapelle où votre premier amour pour l'art, pour la lumière et le vitrail a commencé, en fait. Oui, tout à fait. Oui. Donc, ça a dû être un moment assez unique pour vous. Alors, les vitraux font leur apparition généralisée plutôt dans les lieux de culte au Moyen-Âge. Alors en France, on peut contempler entre autres l'Ascension, donc ce vitrail de la cathédrale du Mans réalisé vers 1120. Alors il serait le plus ancien de France, encore en état. Vinciane Grossens, où est-ce qu'on peut admirer chez nous les vitraux les plus anciens? Tout à l'heure, vous avez dit que c'était essentiellement la période du 19e siècle qui avait été propice au développement des œuvres en verre dans les églises. Mais est-ce qu'on peut en trouver qui sont, pour les plus anciennes, où est-ce qu'on peut les retrouver? Alors, en général, il ne faut pas imaginer que vous avez aujourd'hui une église où il y a l'entièreté des vitraux qui sont anciens. Donc vous allez avoir encore un vitrail. Alors, par exemple, je peux citer la cathédrale Saint-Paul de Liège, où le vitrail a été d'ailleurs remonté récemment parce qu'il a été déposé pour le protéger pendant les guerres. Oui. Ça, c'est une chose qu'on a fait en tout cas, qui en a protégé quelques-uns. Évidemment, le problème, c'est que il faut les remonter et c'est pas une mince affaire. Ni en termes de temps, ni en termes de savoir-faire, ni en termes d'investissement financier. Mmh. Donc ici, vous avez vraiment un superbe exemple. Alors, vous en avez quelques-uns, comme j'ai dit tout à l'heure, à Saint-Jacques, toujours à Liège. Et puis, vous avez parfois des églises qui ont un vitrail qui est encore ancien. Alors ça, je ne vais pas tous savoir les citer. Oui. Malheureusement, j'en ai même pas la connaissance. Et ici, c'est vrai que dans le cadre de notre année thématique sur le vitrail, on en découvre aussi nous-mêmes à chaque fois des petites pépites, si je peux dire ça comme ça,
voilà, qui sont dans nos églises, même paroissiales, de petits villages, voilà, dans le diocèse de Namur. Il y en a aussi quelques beaux exemples. Oui. Ouais. Et vous, Bernard Tirtiaux, quels sont les vitraux peut-être que vous avez le plus admirés au cours de votre parcours, que vous avez pu voir? Je citais tout à l'heure en France ce vitrail de 1120 dans la cathédrale du Mans. Est-ce que vous, il y a des exemples comme ça que vous avez pu visiter, que ce soit des vitraux d'ailleurs religieux ou bien civils, hein, dans différentes bâtisses ou différents lieux anciens? Mais je pense à Saint-Jacques le Majeur, quand il était démonté, j'ai pu le voir dans l'atelier de Didier Alliou, quoi. J'ai pu le prendre en main, un vitrail. Là, c'était un vitrail du 13e, mais il était encore dans ses plans d'origine. Parce qu'en fait, à un moment donné, à l'origine, les plans étaient juste coulés et les verres étaient sertis de façon presque mécanique, violente dans ces plans solides. Et puis après, le plomb va être laminé, il va devenir beaucoup plus... à partir d'un morceau de plomb qui est coulé, on va faire un morceau de 50 cm, on va faire un morceau de 1,50 m en tirant dessus, en l'étirant. Et alors, voilà, c'est un vitrail qui est resté dans ses plans d'origine. Et c'est vrai qu'au départ, ces vitraux étaient extrêmement solides par rapport aux vitraux qui sont faits, même ce qui est fait maintenant. Tiens, voilà, s'il n'y a pas d'accident, de vandalisme, il peut tenir 80... Une centaine d'années environ. Une centaine d'années, oui, pas beaucoup plus. Ça reste extrêmement fragile. Le vitrail est terriblement fragile. Et j'en parle parce que pendant la moitié du temps, ça fait 55 ans que j'ai placé mes premiers vitraux, et à peu près la moitié du temps de mon temps de verrier, la moitié aura passé à restaurer... Restaurer ce que vous avez fait. Non, pas ce que j'ai fait. Restaurer des églises, restaurer des vitraux, d'autres, aller dans les églises pour réparer, pour des vitraux endommagés. C'est ça. Donc, et avec cette espèce de frustration, en disant, voilà, je répare aujourd'hui et demain, que va-t-il en être, etc. Parce que, et chaque fois que je vais dans une église pour un enterrement, je regarde un peu les vitraux autour de moi et je me revois avec mes échelles. Parfois, c'est très acrobatique, ces réparations. Et voilà, ça reste quelque chose de magnifique, le vitrail, mais c'est quelque chose de fragile. Quand on a rangé ses échelles, le lendemain, on peut nous retéléphoner en disant, voilà, c'est de nouveau cassé. Les murs font 1 mètre, parfois 1,20 m, tandis que le vitrail, il peut faire 2 mm, le verre fait 2 mm. Donc, voilà. Et c'est toujours au niveau du vitrail, d'ailleurs, que le vandalisme se manifeste. On frappe dans les fenêtres. Et alors, j'ai eu un peu, à un moment donné, une sorte de fatigue. Et puis, par rapport à ça, en me disant, voilà, je suis là, je travaille sur du papier à cigarette, sur des pétales de rose, sur du rien du tout, quoi. Et puis, tellement la fragilité est palpable, en fait. Oui. Et alors, bon, moi, j'admire, on est là à préserver ces choses extraordinairement fragiles que sont les vitraux. Et alors, moi, je suis parti, effectivement, aussi dans une forme de construction de fenêtres beaucoup plus résistantes. J'ai même des fenêtres où c'est le verre qui tient la pierre. Ce n'est pas la pierre qui tient le verre. Oui, on échange les procédés, là. Mais c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des évolutions qui sont intéressantes. On a commencé à faire du verre très très épais, par procédé flotté comme ça. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a des plateaux de verre très épais. On peut aller jusqu'à 25 mm et on peut tailler ça, on peut se faire ce qu'on veut. Et alors, à partir de là, en tirant des longues lames et en les assemblant, on peut faire vraiment un travail de lumière qui est un travail vraiment intéressant, qui amène autre chose, qui amène à la fois une meilleure isolation,
pas formidable, mais meilleur. Mais meilleur en tout cas. Et on n'est plus avec du vitrail extraordinairement fragile. On a quelque chose qui ne doit pas être grillagé, qui ne doit pas être protégé par des vitres, des machins, des surcouches en quantité. Oui. Vinciane Grossens, Bernard Thirtiot vient de parler de la fragilité des vitraux. Quelles sont aujourd'hui les principales difficultés dans leur conservation? Parce que c'est aussi tout le but de cette journée que vous organisez le 25 mars prochain. C'est vraiment sensibiliser à la pratique de conservation des vitraux dans les églises paroissiales. Quelles sont ces principales difficultés? En fait, Bernard l'a déjà un petit peu expliqué. En effet, évidemment, il y a le vandalisme. Alors, le vandalisme n'est pas toujours spécialement voulu. Donc, on a aussi des projectiles, parfois, de ballons si l'église est trop près d'un terrain de jeu, par exemple. Voilà. Oui. Alors, il y a des systèmes de protection, des vitres, des grillages, mais il faut toujours, évidemment, savoir l'environnement et dans quel cas cette protection va vraiment fonctionner. Et puis vous avez finalement, on a un peu cette idée reçue que le verre ne va jamais bouger, et c'est une idée reçue, c'est-à-dire que la couleur va aussi avec le temps parfois partir. Vous allez avoir des encrassements aussi du haut temps, donc en fait, on conseille aussi un dépoussiérage quand même de temps à autre. Vous avez tout ce qui est déjection d'oiseaux. Alors, ça me paraît rien, mais ça aussi, ça va avoir des réactions chimiques avec les métaux utilisés dans la peinture. Et donc, tous ces pigments vont aussi réagir. Donc, il y a la première idée auquel on va penser, évidemment, comme Bernard Thirtiot a dit, c'est le fait qu'il y a la fragilité du matériau. C'est ça. En tant que verre, évidemment, il casse. Mais il n'y a pas que la casse. Il y a aussi l'œuvre artistique, comment elle a été voulue. On ne la reçoit plus peut-être aujourd'hui de la même façon. Tout à l'heure, vous m'avez demandé quels sont les plus anciens vitraux en Belgique. On conserve des exemples du XIIe siècle aussi en Belgique, à Stavelot et à Haine, mais ils ne sont plus en place. C'est ça. Parce que, en fait, on a des morceaux. Et en fait, pour Haine, on ne sait même pas lire l'iconographie. C'est-à-dire que la grisaille, c'est une technique, on va dire, qui est utilisée pour redessiner les visages. C'est des traits qui vont du gris au brun, qui vont vraiment faire les contours des visages, des vêtements. Un peu le dessin, si vous voulez, sur le verre. Ça aussi, il y a des réactions. Et donc, parfois, on ne sait plus lire, en fait, ces dessins. Alors, pour plein de raisons, mais c'est vrai que là, j'ai cité quelques exemples. Et en fait, la casse, c'est un petit peu comme si, quand vous avez un éclat dans votre pare-brise, on va vous dire il faut tout de suite réparer. Oui. Bien, ici, les vitraux, c'est aussi la même chose. Le problème, c'est qu'avec le temps, avec toutes les... il faut aussi prendre évidemment en considération tous les aspects climatiques. Oui, et il faut un savoir-faire, évidemment. Votre petite casse, elle va s'agrandir au fur et à mesure, et donc il faut réagir au plus vite. Et c'est vrai que notre journée d'études, et on a aussi en parallèle une publication sur laquelle on travaille pour le moment, et une exposition, c'est vraiment d'inviter d'abord le visiteur à observer tous ces vitraux qu'il y a dans les édifices religieux, et puis c'est aussi alerter les gestionnaires des églises pour leur indiquer un petit peu à partir de quand il faut appeler un restaurateur, parce que comme vous venez de le dire, il faut un savoir-faire. Une personne qui s'occupe, et même si elle s'occupe très très bien de l'église, elle ne va pas savoir recoller des pièces. On revient toujours à cette idée que c'est très fragile, et donc il faut vraiment les techniques, c'est un apprentissage. Bernard Thirtiot le dira beaucoup mieux que moi, mais c'est un apprentissage qui dure des années et peut-être même jusqu'à la fin de son travail. Oui. Et voilà, et donc nous on invite vraiment aux personnes à observer, à réagir au plus vite, parce que ce qui pourrait paraître un petit dégât, en accumulant, ça en devient peut-être un plus important, et prendre des photos de l'évolution, d'observer, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça la journée, observer, comprendre. Oui. L'observation, c'est la clé. Alors c'est la clé pour, en général, tout ce qui est mobilier dans une église, mais ici peut-être encore d'autant plus que l'observation n'est pas toujours aussi simple, parce qu'il y a un vitrail, il est souvent aussi en hauteur dans l'église. Oui. Donc inviter les gestionnaires aussi à parfois prendre une échelle et aller un petit peu regarder de plus près
tout comme dépoussiérer une fois par an. Est-ce que vous diriez qu'il y a un désamour des vitraux ou un petit peu de toutes les œuvres en verre aujourd'hui? On est moins réceptif à ce type d'art plastique-là? Alors, bien du contraire, nous justement, c'est une des choses qu'on apprécie dans l'art du vitrail et pour lequel, qui a fait vraiment l'intérêt de prendre ce thème comme thème de l'année, c'est que c'est un des seuls finalement où on a encore de la création contemporaine. Oui. On a un artiste avec nous, mais c'est vraiment... Donc aujourd'hui en Belgique, vous avez encore 18 ateliers de vitraux, autant de restauration que de création. Oui. Et en fait, pourquoi est-ce qu'une fabrique ne peut pas aller vers un vitrail contemporain à partir du moment où son vitrail est vraiment très endommagé ou n'a pas de vitrail? Parce que vous avez, comme je le disais tout à l'heure, des églises où vous avez un vitrage blanc ou transparent, mais où il n'y a pas pour le moment de dessin. Donc il y a aussi ça. Il y a des églises, je pense à Saint-Ouen-le-Burge, à Ouéris, où ils n'avaient rien et ils ont décidé de faire appel à un artiste pour faire toute une intervention sur place et créer quelque chose, si vous voulez, à partir du lieu. Eh bien, alors, ça va nous permettre justement d'entrer d'un petit peu dans la démarche artistique de notre invité, Bernard Thirtiaux. Ouais. Aujourd'hui, Bernard Thirtiaux, quand vous recevez une demande pour une œuvre, une église par exemple, comment est-ce que l'artiste que vous êtes va percevoir d'abord le lieu? Peut-être quels sont vos premiers points d'attention quand vous vous mettez en mouvement pour la conception d'une œuvre? D'abord, c'est se rendre sur place, toujours. À plusieurs périodes, plusieurs fois, pour un petit peu prendre la température du lieu. Alors, il y a beaucoup de choses qui vont jouer dans la mise en lumière d'un vitrail. Il y a, les points cardinaux. Où est-ce que la fenêtre se situe? Qu'est-ce qu'il y a derrière la fenêtre? Parce que parfois, il peut y avoir un building. Ici, je suis passé devant, parce que j'ai fait une petite chapelle ici à Wavre. Ouais. C'était à l'église, à l'Institut Saint-Jean. Ils m'avaient demandé d'aménager pour les enfants, parce que un lieu de recueillement. Et en fait, j'ai dû mettre du rouge. J'ai joué sur des rouges parce qu'il y avait derrière une station-service. C'est abominable à dire, mais et je dois la cacher. J'ai cette espèce de rôle un peu fou où je propose un dessin et je mets des rouges de façon à fondre ces rouges qui sont derrière et qui sont pas vraiment bien agressifs, qui sont pas vraiment à leur place. Et alors il y a l'endroit où l'endroit proprement dit, le bâti. Qu'est-ce qu'il y a par terre? Il y a de la pierre, il y a du bois, il y a... C'est-à-dire que vous vous intéressez à tous les supports, et alors, en fait. C'est vraiment, oui. Et alors, il y a bien sûr le chaland, ce qu'il souhaite, qu'est-ce qu'il verrait dans cette chapelle. Donc, on se met, dans cette chapelle ou dans cette église, on se met vraiment au service de tous ces paramètres. On a une espèce de liberté très, très relative, très, très contrainte, parce que on doit faire attention à tout ça. Sinon, on fait quelque chose qui n'est pas juste. Il faut accorder ça. C'est de la lumière, donc c'est de la musique. Donc il faut vraiment arriver. Et puis il faut pas trop pousser le ton. Il ne faut pas rendre cet endroit trop psychédélique quand on est dans un endroit de recueillement. Enfin, peu importe. Donc voilà, c'est cette approche-là qui est vraiment essentielle. Et je reviens. Mais je suis parfois piégé. Je me souviens être retourné c'était à Montigny-sur-Sambre, dans une église où j'avais placé un baptême de Jésus dans le Jourdain. Et en retournant, je ne reconnaissais presque pas mon vitrail, je ne reconnaissais presque pas mes couleurs, parce qu'en fait, on était en plein automne, et il y avait toutes les feuilles étaient rousses, etc. Et je dis, c'est moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Mais ça me semblait quand même assez joli, mais c'était vous attendiez pas c'était les feuilles qui faisaient tout ce travail, en fait. À ce moment-là. Oui. Ouais. Mais ça veut dire que pour une église, je prends l'exemple de l'église Saint-Nicolas à Mons, où vous êtes intervenu pour une création artistique,
Est-ce que dans une église, il vous arrive de choisir un dessin pour votre vitrail qui ne sera pas un dessin religieux ? Est-ce que ça peut vous arriver? L'artiste que vous êtes a-t-il suffisamment de liberté créatrice que pour s'autoriser à changer un petit peu le contexte de l'œuvre malgré tout? Mais ça vient toujours d'une forme de discussion, oui. Donc, si je suis dans une église, je pense à l'église des Kelmes, je propose ce qui me paraît, oui, ce qui me passe par la tête un peu, et on en discute, et je viens avec des projets, et si les projets ne plaisent pas, je refais d'autres projets. Là-bas, j'avais fait d'un côté le chemin de la vie, avec des escaliers qui montent, et puis la source de la vie, avec de l'eau qui descend. Donc il y avait tout un jeu, et voilà, je les ai positionnés comme ça me semblait le plus juste. Voilà, et je travaille toujours comme ça. Sur la Saint-Nicolas-en-Havrais, la rosace qui est très très grande, très large. C'est vrai aussi que j'étais là avec une technique tout à fait neuve, puisqu'il s'agit de verre épais. C'est pas du 2 mm là, c'est 4 cm d'épaisseur. Et alors, taillé à la disqueuse. Et j'ai fait là une sorte, on était au-dessus des orgues, j'aimais bien avoir une espèce d'oiseau en apesanteur, parce que cette technique, on peut se permettre de ne pas être relié au bord de la fenêtre par des plombs. Parce que le vitrail est toujours relié par des plombs qui vont chercher les bords de la fenêtre. Et ici, donc, j'ai quelque chose qui est en suspension. Et je trouvais ça fantastique de pouvoir proposer quelque chose qui est en suspension plutôt que quelque chose qui a des fils un peu comme une marionnette, qui a ses fils. Et alors, j'ai fait un peu l'oiseau de la musique avec ses 7 notes de couleur. Je fais quelque chose de très simple, du bleu pour l'oiseau, parce qu'un oiseau de musique, il est bleu. C'est ça. et j'ai proposé ça. Et puis alors, j'ai attendu. Puis ça n'a pas été accepté bien par tout le monde. Puis finalement, l'unanimité est arrivée et j'ai pu faire mon travail. C'est ça. Qu'est-ce que, dans les matériaux, pour que nous puissions bien comprendre l'art du vitrail pour les nuls, si vous me permettez l'expression, que nous puissions bien comprendre, un vitrail se compose de sable, de plomb, le verre, c'est à base de sable. Oui, de la silice, oui, de la soude, et alors des oxydes métalliques qui vont donner les couleurs. Oxydes métalliques, donc on n'ajoute pas des pigments. Comment sont obtenues en fait ces couleurs? Vous savez, c'est vraiment très compliqué. Mais oui, j'imagine. Oui. Parce que de façon très simple. Il y a des couleurs. Allez, je vais vous donner un exemple très très simple. Il y a des verres, un verre jaune et un verre bleu peuvent avoir exactement la même composition. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui fait la différence? La couleur du feu. Donc, si vous avez un feu oxydant avec de l'oxygène, imaginez un poêle à mazout, vous ouvrez la porte, la flamme devient jaune. Oui, donc ce jaune va s'imprimer dans la mémoire du verre. Et puis alors, si vous voulez, vous fermez la porte du poêle, la flamme est bleue, ça va donner un bleu. Et puis vous allez avoir ces deux verres qui sont l'un à côté de l'autre, jaune et bleu, exactement la même composition, des feux différents, la mémoire du feu. Et il y a des, avec le manganèse, évidemment, on a du vert, du mauve, etc. Voilà, c'est tout un savoir, c'est toute une alchimie. On a un artiste extraordinaire en Belgique, on a la chance d'avoir un homme de ce talent qui est un tout jeune fondeur de verre comme ça, qui fabrique ses couleurs. Et avec l'or, par exemple, il fait tout le spectre de nuit. C'est ça. Donc, c'est incroyable. Et ça évidemment, c'est un peu ce vieux savoir. Si vous pouviez réaliser l'œuvre de vos rêves, ce serait quoi? Mais l'œuvre de mes rêves, je l'ai raconté un peu dans Le Passeur de Lumière. Donc votre livre. Oui, donc qui est ce dôme de verre où chaque couleur est en correspondance avec l'endroit précis où le soleil vient frapper. Frapper le verre. Donc c'est vraiment cela. C'est toujours ce rêve de dôme de verre, ce rêve de bateau de verre,
Oui. Je parle dans un autre livre. Ici à Martin-Roux, à petite échelle, parce qu'elle ne pèse jamais qu'une tonne et demie, j'ai une barque de verre sur l'étang. Donc, il n'y a que du verre. Ça me fait... Bon, les jours de soleil, les jours où l'eau bâtit comme ça, c'est extraordinaire. C'est beau, c'est très beau. C'est vraiment quelque chose. On s'arrête pour la regarder et prendre plaisir, comme on prend plaisir à regarder une cascade. Donc voilà, ce sont des choses comme cela. Le verre, le verre qui prend un peu toutes les formes. Oui. Merci de nous témoigner de cette œuvre en particulier. Alors, Vinciane Grossens, qu'est-ce que vous attendez qu'est-ce que vous espérez de cette journée d'études, vous, sur le vitrail ? Certainement, justement, que ça mette en lumière, je vais utiliser cette expression. Ah bah oui, l'expression est bien choisie, oui. Voilà, que ça mette en lumière le travail des artistes contemporains, l'importance finalement de pouvoir aller vers cette technique nouvelle, parce que comme l'a très bien souligné Bernard, aujourd'hui on a une esthétique différente, donc on a clairement plus toujours des images qui représentent des épisodes de la Bible, mais plutôt de l'abstrait, ou en tout cas des réflexions et des œuvres vraiment de la volonté de l'artiste. Mais on a aussi tout ce qui est nouvelle technologie qui est utilisée, et donc entre autres les verres épais, l'utilisation de plombs beaucoup plus fins, donc qui vont moins jouer justement dans l'esthétique du vitrail aussi. Oui. Donc nous, évidemment, les journées d'études, c'est toujours des moments d'échange, des moments où on va pouvoir, nous, réceptionner les difficultés des gestionnaires, les questions qu'ils se posent. On sait déjà, par exemple, qu'une des questions, c'est est-ce qu'il faut d'office mettre une protection ? Ça fait partie des questions. D'accord. Lors de restauration, on a souvent aussi ces questions-là. Est-ce que quand on investit, parce que ça a un coût, évidemment. Évidemment, en investissement, oui. Eh bien, il faut réfléchir de manière très globale et donc voir à partir du moment où ce sera restauré, et qu'est-ce qu'on va faire pour la suite pour la sécuriser. C'est ça. Hein. Donc voilà, la journée, elle est comme à notre habitude aussi part en 3 moments, si je peux dire ça comme ça. On va avoir un moment justement pour retracer un petit peu l'histoire et donc les vitraux emblématiques en Belgique en général, ou un petit peu... En Wallonie plus précisément. En Wallonie, c'est ça. Mais avec des exemples évidemment aussi pris en Allemagne et en France, parce que vous l'avez souligné, on n'a quand même pas beaucoup d'exemples du Moyen-Âge, alors qu'en Île-de-France, ils en ont énormément. C'est ça. Et puis, nous avons une partie qui sera plutôt sur la conservation, justement, et on a la chance d'avoir Claudine Loisel qui travaille pour les monuments historiques, oui. Qui travaille pour le moment sur la restauration de Notre-Dame de Paris, donc qui va venir nous parler justement de ce qu'elle fait. Donc, à mon avis, ça va être passionnant. Eh bien, oui. Isabelle Lecoq, qui est la spécialiste en Wallonie, Ivan Van Bennen aussi, qui va venir nous parler plutôt de l'aspect historique, justement. Et puis, on a une dernière partie, je peux dire ça comme ça, dans l'après-midi, où ce sera des témoignages concrets. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en Wallonie, on pouvait aussi imaginer très différemment un projet de vitrail. Donc, ça peut être vraiment une volonté d'une paroisse. Donc là, c'est un petit peu l'exemple à Arlon, où ils ont relevé des fonds pour fêter dignement les 100 ans de la paroisse. De la paroisse, oui, de l'église. D'accord. Et donc, ils ont fait appel à Étienne Tribolet pour faire un vitrail assez impressionnant. Et donc ici, on a un témoignage de la présidente de la fabrique qui a un petit peu monté tout le projet. Et puis après, on a aussi des mécènes qui vont avoir aussi une autre vision, une autre manière d'envisager autant les restaurations que les créations. D'accord. Et puis, on aura la chance d'avoir Bernard Tircieux aussi pour la journée, plutôt justement aussi sur les aspects techniques, comment imaginer finalement autrement aussi le vitrail.
Eh bien donc ce sera le thème de cette journée du 25 mars, observer, comprendre et conserver les vitraux des églises paroissiales. Le thème de la journée d'études sur le vitrail organisée par le CIPAR à Namur le 25 mars prochain et plus d'informations à retrouver sur www.cipar.be. Merci à vous Bernard Tirtiot, maître verrier. Merci. Artiste, écrivain et Vinciane Grossens, responsable de la communication du CIPAR, d'avoir évoqué avec nous l'art des vitraux. Merci à vous deux. On va faire tout de suite une transition musicale avec ce titre de Calogero et Grand Corps Malade, L'ombre et la lumière, un titre choisi pour l'occasion.